Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreuses et si nombreux pour cette masterclass. On l'a déjà beaucoup dit cette semaine, mais on tenait ici à le répéter. On est immensément fiers, immensément heureuses, parce que nous ne sommes que des femmes, figurez-vous, d'ouvrir ce nouveau lieu avec l'œuvre passionnante, plurielle, dense de Radou Joudé. Œuvre passionnante, certes, mais qui nous a posé 3 défis en préparant cette masterclass. Sa taille, un défi de taille. Plus de 28 films que les étudiants ont vus, et je les remercie donc chaleureusement à cette occasion, de leur travail, de leur implication et de leur curiosité. Comment choisir des extraits pour une masterclass quand on veut tout montrer? Faire une rétrospective est la question qu'on a trouvée. Second défi, la pluralité de cette œuvre. À chaque fois qu'on évoquait une partie, un motif, un thème, quelque chose qui nous paraissait central, on se demandait toujours si on n'était pas en parallèle, en train d'en laisser de côté 1000 autres, tant l'œuvre est saturée de signes et de richesses. Troisième défi, la complexité de cette œuvre dense, qui élabore une pensée complexe et à la culture encyclopédique. Et il a fallu toute la curiosité et la précision intellectuelle de mes 6 comparses pour y parvenir. En introduction, et pour ceux qui n'auraient pas tout vu ou tout su, je me permets une brève biographie et un parcours rapide et sommaire de vos films. Vous naissez en 1977 dans la Roumanie de Ceausescu. Vous faites des mathématiques sans entrain, puis croisez la route d'une cinémathèque qui va vous détourner du droit chemin et vous plonger dans la cinéphilie. Vous travaillez sur des tournages, réalisez des pubs, avant de réaliser en 2006 La lampe au chapeau, votre premier court-métrage. Viendront des fictions plutôt naturalistes qui sont dans le sillon de ce qu'on a ramassé parfois un peu cavalièrement sous l'étiquette nouveau cinéma roumain. Puis 2 fictions, 2 films d'époque, Affairime et Cœur cicatrisé, dont j'ai appris en assistant à la passionnante masterclass que vous avez donnée au Film Marseille, qu'ils étaient autant des chevaux de Troie, puisque déguisés en film épique, en adaptation littéraire, ils commençaient déjà à aborder les questions comme l'esclavage des Roms ou la Shoah. La montée de l'antisémitisme, du moins. Suite moins linéaire, et j'espère que vous me pardonnerez de mettre dans des sacs vos films, des films d'archives, notamment sur l'histoire de la Shoah, des essais documentaires, souvent des exercices autour du montage, et on y reviendra pendant cette masterclass, et des extraordinaires fictions, souvent nourries et composées de tous les éléments que j'ai précédemment cités. Je me suis perdue dans mes notes, c'est là. Vous produisez beaucoup de films différents, vous cherchez des formes, vous expérimentez. Et c'est ainsi qu'à moins d'un mois d'intervalle, on peut voir sortir sur nos écrans Continental 25, une sorte de fiction fassbinderienne, et un film monstre, Dracula, un film qui mêle théâtre, intelligence artificielle, enchâssement des récits, effacement de certains récits au profit d'autres et feu d'artifice référentiel. Nous terminerons cette rétrospective le 11 octobre avec la projection de Dracula. Radou nous fait le plaisir et l'honneur de revenir à cette occasion et on l'en remercie vivement. Pour débuter cette masterclass, j'appelle donc à me rejoindre les 2 des 6 étudiants qui ont travaillé avec nous à la préparation et qui ont fait un travail considérable. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Camille Nedelec de l'ENS et Romain Fréry, étudiant en cinéma de l'Université Paris 8. Merci Louise, bonjour Radou, bonjour à tous. Ce qui frappe dans votre cinéma, c'est votre traitement très original de l'obscénité, à ce qui est communément considéré comme obscène, que ce soit l'indécence, la pornographie ou même parfois juste la sexualité. Vous opposez une obscénité plus insidieuse, qui est celle de l'hypocrisie sociale, du capitalisme effréné, des publicités criardes qui tapissent nos espaces urbains. Et on sera un plaisir de vous écouter à ce sujet qui sera un peu le fil rouge de cette première partie de masterclass. Oui, par exemple, dans N'attendez pas trop de la fin du monde, que vous réalisez en 2023, on peut voir Angela se filmer en Bobita, personnage ultra grossier, sorte d'alter ego parodique des influenceurs masculinistes. Nous allons donc en voir un extrait ensemble.
Vreți o carte? Da, uite, o vreau pe asta, domnișoara Brody. Și... Cât e? 5 lei bucata. Uite, îți dau 6 lei și dă-mi și pe asta cu 7 ani apocaliptici. Bine. Și-a luat și fratele vostru o carte să se cultive și el. Stați așa. Uite-o. Domnișoara Brody în deflorarea vârstei. Cartea scrisă de o pizdă vagabantă, muiel și parcă asta vagaboantă. Vagaboantă ar vrea ea să fie, că n-o fute nimeni. Este despre cum am făcut eu să nu mai fie domnișoară. Eu n-am deflorat-o de fapt, că era cam bătrân, avea pizda uscată ca lemnului. I-am zis domnișoarei Brody, ia bagă-ți fă niște margarină în cur. Și acolo i-am dat o baragladinei cu coceanul de porumb ca William Falk. Opa! Scuze? Ca William Faulkner. Cartea mi-a vândut o pizdă de asta, o vagabondă de asta de pe stradă, o sărăntoacă, care ne căpușează pe noi, cetățenii corecți. Dă-le-n pula mea. Hai, mai dă-te, bă, și-n pizda, mă. Donc oui, Bobita en est un, mais vos films sont remplis d'éléments humoristiques, souvent sur le registre de la farce. Pourquoi le choix d'un tel registre et d'un tel ton? Bon, merci beaucoup pour m'inviter ici, même si c'est pas facile d'être comme ça. Et merci pour ces jeunes qui ont fait cet effort. Je suis un peu gêné parce que je me souviens d'un moment où j'étais invité dans une université pour parler avec les étudiants. J'étais très heureux de faire ça, de rencontrer des jeunes gens. Ils étaient tous avec un regard très, très agressif contre moi. Je me sentais un peu mal à l'aise et à la fin, j'ai compris pourquoi. Ils avaient raison parce qu'ils étaient obligés de venir assister à la discussion avec moi. Donc, j'espère que vous n'êtes pas obligés de venir ici. Non? Bon, mais je suis très... Voilà, quel étudiant bien élevé. Il y avait un temps où les étudiants brûlaient les rues et les bâtiments. Maintenant, bon... les choses ont changé. Mais j'aimerais avoir mon enfant à 20 ans. Et bon, j'aimerais être comme vous. Bon, lui... Ça veut dire. Bon, maintenant, vous avez commencé avec une question qui aussi me gêne un peu parce que je pense que dans les films que j'ai faits, il y a certaines où c'est vrai qu'il y a question partielle, tout le temps partielle de ce qu'on appelle vulgarité ou des choses comme ça. Mais il y a des autres films où il n'y a pas ça du tout. Donc, je dois faire cette démarcation pour ne pas paraître un vieux dégueulasse qui fait des choses comme ça, ou seulement des films. Même ici, dans la séquence que vous avez montrée, la partie vulgaire, c'était moins de moitié de la séquence que vous avez montrée. Ça, c'est un peu contre vous. Après, bon, pour chaque situation, c'est pour ça que c'est un peu difficile à répondre vraiment à la question. C'est pas une question générale, c'est une question sur chaque film ou chaque séquence dans un film. Mais dans chaque film, c'est une autre raison. Où, bien sûr, parfois il y a des éléments communs, mais c'est pas le même raison pour tout. Donc, si on commence avec les séquences que vous avez prises, ici, c'était vraiment
deux, trois choses que j'ai trouvées autour de moi dans l'observation de la vie et de la vie digitale, on peut dire comme ça, de la vie en ligne. C'est qu'il y a cette dimension vulgaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur TikTok, c'est beaucoup plus. J'ai un compte TikTok, c'est beaucoup. Et ça vient, bien sûr, je pense que de la distance qui ça crée un profil digital, un profil sur les réseaux sociaux où tu peux faire ce que tu veux parce que c'est pas toi-même, tu as même une masque digitale très claire comme ici. Donc, c'est cette dimension qui... Le personnage qui est dans cette dimension inspiré par le travail de l'actrice Ilinka Manola elle-même, qui a un avatar comme ça, fait le principe, elle-même le théorise un peu le personnage, comme le principe de la caricature, de pousser cette chose vulgaire au plus pour voir l'imbécilité et la stupidité de ça. Donc c'est une démarche un peu critique ou beaucoup critique, ça dépend comme vous le voyez. Et aussi, c'est peut-être une autre question, peut-être moins évidente, que les signes de la liberté. Et j'ai parlé avec ça avec Andrei Oujik qui va avoir un film projeté ici, un grand cinéaste de films de montage. Et parfois, les premiers signes de liberté reconquis dans un domaine, c'est l'utiliser la vulgarité. Après la révolution de 89, vraiment en Roumanie, tout s'est rempli de vulgarité, des magazines, des films, des revues porno, toutes des choses comme ça. C'était comme une manifestation de la vulgarité. Et je pense que c'est la même sur les réseaux sociaux, ou certains réseaux sociaux, parce que c'est pas tout qui accepte ça, où les gens se sentent libres et un signe de liberté, c'est utiliser, être vulgaire, être pornographiquement ou plus, ou quand même vulgaire. Donc, c'était toutes ces choses mélangées pour ce film. Pour des autres, il y a des autres motivations. Je ne sais pas, comme je pense que tu as dit, sur cette contraste entre la vulgarité, soi-disant vulgarité de la sexualité, même représentée comme dans des films porno amateurs, que je trouve rien de vulgaire s'il y a des choses entre des adultes responsables qui on désire de faire ça, et la vulgarité sociale ou classiste ou de la société qui paraissent normalement moins vulgaires, mais qui à mon avis, et c'est ça exploré dans un autre film, c'est plus vulgaire en effet. Donc, comme vous dites, ces éléments de farce que vous mettez dans vos films sont comme des miroirs déformants de la société, un peu à l'image effectivement des TikTok de Bobita. Mais si on se concentre un peu plus sur ce personnage concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa création et de ce qu'il apporte réellement à Angela? De cet avatar. Mais c'est ce que j'ai dit. Et en effet, j'avais pas l'envie au début de l'utiliser parce que je connaissais pas cette possibilité. Et après, pendant la pandémie, en effet, Ilinka Manola qui a commencé à faire des vidéos comme ça, et c'était les réactions contre ces vidéos que m'ont convaincu. D'ailleurs, je les trouvais très drôles. Et après, on s'inspire. Bon, il y a des textes écrits par moi, mais dans l'esprit de ce qu'elle faisait et adapté par elle aussi. Donc, j'ai trouvé assez drôle et très, très, très bien. Et après, j'étais étonné qu'il y avait des gens comme elle est une actrice sérieuse, une actrice qui joue en cinéma, mais au théâtre aussi, etc. Donc, elle est dans une communauté des gens de théâtre, des gens de cinéma, gens de la culture, si vous voulez. Il y avait des réactions vraiment contraires, des gens qui disaient mais c'est pas possible, tu es une actrice sérieuse, tu peux pas faire cette chose grossière, vulgaire comme ça, pourquoi tu ne joues pas un monologue de Shakespeare, ou je ne sais pas si tu as le temps pendant le lockdown. Et c'était beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec
vidéo, mais moi, au contraire, je l'ai trouvé, comme je dis, très, très drôle et très pointu, comme une sorte de critique, mais dans le même temps, c'est aussi une chose qui m'intéresse, c'est les contradictions, parce que je trouve que c'est très contradictoire. Il y a eu des féministes ou des gens liés aux certaines perspectives féministes qui disaient, voilà, cette clip, c'est pas du tout critique. En effet, tu ne fais que renforcer la vulgarité, la misogynie, le classisme, etc. avec ça. Et je trouve que ça peut exister comme critique. Je ne suis pas d'accord, mais je vois là. Mais pour des gens comme ça, l'art de la caricature, l'art de la satire doit disparaître parce que c'est le principe de caricature d'exagérer des choses dans cette direction. Et peut-être qu'on peut avoir seulement une art comme c'était le réalisme socialiste dans les pays ex-communistes pendant le communisme. C'est un art qui n'a aucun intérêt pour moi. Même si maintenant, c'est vraiment... J'ai lu même un article de quelqu'un qui disait, voilà, les films communistes, c'était quand même, on peut dire, des choses contre eux, mais ils montraient en façon modèle d'être dans le monde. Donc, il disait des valeurs sérieuses, des valeurs comme ça. Donc, j'ai peur que l'art, que le cinéma ou les arts en général peuvent devenir seulement des choses, des modèles éducatifs. Comment on mange à la table, comment on se comporte dans la société, etc., etc. Vous avez déjà mentionné l'importance de la comédienne Ilinka dans la création de ce personnage Avatar. Mais de manière générale, dans tous vos films, la parole est très présente et elle est beaucoup prise en charge par les comédiennes et les comédiens. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous procédez pour écrire leur rôle ? Pour ce film ? Non, pour tous vos films. Mais j'ai vraiment mal à répondre en général parce que pour chaque projet, je procède différemment. Malheureusement, j'aimerais avoir une méthode que je peux appliquer comme ça pour tous mes films. Ça me servira et ça me fait beaucoup moins de fatigue et de névrose. Mais en effet, j'ai pas... Donc, si on commence avec ce film, je peux répondre pour ce film, pour donner un exemple. Donc, moi, je pratique... Peut-être c'est ça une question que je peux trouver comme une petite méthode sur les dialogues. Je garde beaucoup. J'écris des choses ou je note des choses que j'entends, que je trouve dans les médias, que je trouve dans les réseaux sociaux, que je trouve dans des livres. Donc, après, quand je commence à penser à un film ou à un projet, je re-regarde tous ces documents que j'ai et je m'inspire de ça et parfois je prends des lignes. Je ne veux pas écrire moi-même tous les dialogues, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, il y a des choses que j'ai... C'est comme un collage, c'est comme un montage, beaucoup de temps. Ici, un peu moins, dans des autres films, beaucoup plus. Donc, ça dépend. Ça, c'est sur les dialogues, si vous voulez. On va maintenant passer au deuxième extrait de cette masterclass, qui est l'une des 3 fins possibles de votre film Bad Luck Banging or Looney Porn, qui est sorti en 2021. J'espère que ce n'est pas la dernière. Et si... Voilà. Donc, film qui se termine par le procès en règle d'une enseignante qui est mise au pilori par la bonne société roumaine suite à la fuite malheureuse d'une sextape qu'elle avait filmée pour égayer un peu sa vie conjugale. O gluma fost filmul care acum s-a isprăvit. Suntem mai mulți lejeri. 14. Acasă, Anașuto. Asta este. Îmi pare rău, Emi. Doamna profesoară, nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor aceste brațe slute care să lupte nu mai vor. Te-aș ruga să-ți dai tu demisia. Mi se pare mai... Emi? Emi? S-a întâmplat ceva?
In order to tell whether a picture is true or false, we must compare it with reality. It is in... Pourquoi ce choix de construction en 3 fins différentes? Les 2 précédentes sont plus sages quand même. Bon, c'est une réponse que doit prendre en considération certaines... Pour ceux qui n'ont pas vu le film s'est composé en 3 parties, c'est très fragmenté. Une partie qui est presque documentaire, une deuxième partie qui est un peu comme un dictionnaire flaubertien, donc c'est plutôt essayistique, poétique, essayistique, politique, je peux dire. Et la troisième, c'est comme un sitcom et qui a 3 fins. Enfant réaliste, enfant un peu idéalisé, enfant fantastique comme ça. À vrai dire, c'est 3 fins possibles parce que je n'étais pas capable de trouver un fin pour l'histoire, en effet. Donc, j'ai trouvé cette idée que pourquoi c'est moi de choisir, pourquoi ce n'est pas les spectateurs de choisir. Donc, c'est pour donner le spectateur d'imaginer et de dire, voilà, pour moi, ce fin, c'est mieux, ou l'autre, ou peut-être un autre qui chacun peut imaginer. Bon, et après, cette fin, c'était un fin fantastique, c'était un fin qui dans la direction d'un sitcom, donc c'est une direction, même pas sitcom, plutôt dessin animé. Et c'est pour ça que cette dildo s'est dessinée, je l'ai laissé pas très réaliste, parfois ça se voit. Donc c'est vraiment un dessin animé. Et bon, c'était seulement en certaine manière d'imaginer une vengeance comme ça, en utilisant un peu subversivement, si je peux dire, la dimension de cartoon, la dimension de vengeance, le désir de vengeance que j'imagine que une partie du public qui est de son côté peut ressentir. Donc, c'est comme donner un certain cadeau, un cadeau visuel, audiovisuel à des jeunes dans cette perspective d'animation. Et je sais le problème qui apparaît ici, parce que c'était posé beaucoup de fois, et notamment en France, de quelqu'un qui disait, mais voilà, c'est ça, on est dans la culture d'agressivité, ou même cette femme commet un viol contre ces personnages. Est-ce que tu, avec ce film, n'as pas renforce la culture de viol? Moi, mon réponse a été si ça peut se voir comme ça. Donc, Tom and Jerry, c'est la culture de la violence. Et cette personne qui était la première qui m'a dit ça un peu fâché comme ça, a dit oui, Tom and Jerry est très problématique aussi. On doit... Donc, si quelqu'un a cette perspective, j'ai rien à dire pour ma défense. Et il se trouve que c'est souvent des femmes qui portent cette question de l'obscénité avec des personnages féminins très forts. Comment est-ce que vous rencontrez, choisissez, travaillez avec vos actrices? Katia Pascariu, c'est une comédienne extraordinaire, très, très, très talentueuse. Elle travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas aucune... truc de gens qui se considèrent, voilà, parce qu'elle travaille tout le temps. Elle fait beaucoup de théâtre éducationnel, théâtre politique, théâtre social, et aussi théâtre de l'art, théâtre, je sais pas, théâtre plus traditionnel, à part cinéma. Donc, je pense que ça, c'était son premier rôle en rôle principal. Et j'avais aucun... C'est très... Je suis un peu incapable de dire autre chose parce que, de mon point de vue, ce n'était aucun problème. Donc, il n'y a pas d'événement
à raconter. On s'est rencontrés, j'ai proposé le rôle directement parce que je la connaissais déjà. Et elle a passé des castings pour des autres films et je ne l'ai pas prise parce que j'ai pris des autres actrices. Mais je l'aimais beaucoup et je voulais travailler avec elle. Elle a dit oui, j'ai lu le scénario, elle a dit j'ai aucun problème. Même avec la nudité, même avec les scènes sexe, aucun problème. Et après, elle a fait ce qu'elle a dit, donc c'était aucun problème. De ma part, vraiment rien à raconter. On a tourné dans des conditions assez difficiles, ça veut dire c'était pendant la pandémie, on avait peur que les gens peuvent devenir malades, c'était cette distanciation sociale, on a tourné avec des masques et tout ça, j'aimais beaucoup faire ça, et donc on a tourné très rapidement, je pense que c'est un film fait en 20 jours, entièrement, 21 jours, donc on n'a pas eu le temps d'avoir aucune chose à raconter. Et la question de l'obscénité est justement très liée à la question des moyens. Et je me souviens que dans une interview... Des moyens financiers pour faire le film. Et je me souviens que dans une interview, vous avez déploré que les films qui parlent des inégalités et de la pauvreté coûtent souvent des millions de dollars. Et donc, vous dites que vous avez fait ça avec très peu de moyens. Dans quelle économie est-ce que vous faites votre cinéma ? Ah, bon, donc on passe à autre chose. Non, obscénité, mais déclinée de façon différente. Bon, ça c'est bien sûr, quand je parlais de ça, je parlais de mon film Continental 25 qui est sorti ici plus tôt que des autres. Et bon, c'est vrai qu'il y a, pas seulement en Amérique, parlons pas, ou des productions Netflix, des choses comme ça, mais que je connais pas beaucoup, mais c'est vrai que même un film moyen européen coûte beaucoup d'argent. Même si on sait tous qu'il pouvait coûter moins. Et c'est ça un vrai problème où je ne sais pas, c'est où la question qui peut changer un peu les choses. Et c'est à cause de ça que j'ai dit, quand j'ai fait ce film avec très peu de moyens, Continental 25, qui est un peu sur la pauvreté, j'ai pensé un peu à ça et j'ai dit, voilà, il y a des films qui vraiment sont sur des thèmes comme ça et qui coûtent millions, donc plus qu'un film moyen, ou même un film moyen est cher. Après, ce que vous dites, dans quelle économie, c'est, je pense, une très bonne question pour chaque personne qui fait des films ou des autres choses, parce que toutes ces choses sont liées, tous ces films sont liés bien sûr à l'argent, à l'économie, à la société. Ça n'existe pas dans un flou comme ça. C'est fait avec certaines jeunes, certaines moyennes financières ou techniques, ou je ne sais pas. Et ce que j'essaie de faire dans les dernières années, parce que ce n'était pas tout le temps, ça dépend. J'ai fait des films avec budget assez gros pour bon, on peut dire un moyen budget roumain, comme Aferim ou Scarred Hearts ou Cœur cicatrisé. Mais j'ai fait des films avec vraiment rien, comme Sleep Number 2, qui sera ici. C'est un film expérimental fait sur mon laptop. Et des films entre les deux. Et ça, c'est une question où j'essaie d'être un peu différent, pas pour le désir d'être différent, mais pour se débrouiller. Parce que c'est ici la question, c'est tout le temps que si tu fais un film dans une certaine manière, on peut dire la manière traditionnelle de faire des films de fiction en Europe, ça veut dire que tu as un projet, tu gagnes un peu d'argent dans certaines commissions, institutions, après tu fait des applications, tu es rejeté, tu réessayes après quelques mois, donc ça passe de temps. Et si tu es chanceux, tu fais le film, mais en 3 ans, 4 ans, entre les films. Et moi, comme je trouve que ce système, c'est pas qu'il n'est pas bon ou pas, mais je veux pas être obligé, j'aimerais faire un film en 10 ans si j'ai l'envie, mais ça, bien sûr, c'est impossible, ou faire 10 films par an si ça je veux, et ça, c'est aussi impossible, bien sûr. Donc, j'essaie de me débrouiller et de trouver où ils ont les failles, ou les trous où on peut entrer et trouver des autres façons de faire. Et ça, je pense que ça, c'est une question qui, si on étudie un peu l'histoire du cinéma,
on trouve que c'est pas seulement un type d'histoire du cinéma qui ne s'est pas raconté. La plupart du temps, l'histoire du cinéma est racontée sur les innovations esthétiques, sur les découvertes, sur l'impact des films, etc., etc., et très peu sur la façon de production. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ça beaucoup plus que des autres. Et je suis tout le temps attiré par des choses où les réalisateurs ou les producteurs ou ensemble ou séparés ou je ne sais pas ont réussi d'échapper au système, soit en Amérique, soit en Europe, ça dépend, ça n'a pas d'importance. Je peux donner l'exemple que vous pouvez trouver si vous connaissez Roger Corman comme grand producteur et aussi réalisateur, parfois intéressant, parfois pas du tout, mais quelqu'un qui a produit et a découvert beaucoup de grands talents, des comédiens comme Jack Nicholson, c'est son découverte, ou les premières œuvres de Coppola, de Scorsese, de Monte Hellman, de Jonathan Demme, de Joe Dante, de Peter Bogdanovich, était la création de production de Peter Bogdanovich. Tu veux que je m'arrête? Et tu peux trouver dans Corman toutes ces choses en pensée qui tout le temps étaient capables de trouver des façons de faire les choses différemment, des choses comme quand il a fait Little Shop of Horrors, il l'a fait en 2 jours de tournage parce que c'était un décor pour un autre film. Il a dit voilà, on a 2 jours libres, on doit inventer quelque chose tourné dans ce décor. C'est comme ça, c'est fait un film en 2 jours. Ou quand il a acheté le droit pour un film de science-fiction soviétique, je ne me souviens pas le titre, et il a donné le film à Bogdanovich pour le transformer dans un film américain. Donc, ils ont changé l'étoile rouge avec le drapeau américain sur les costumes, et ils ont doublé les voix, et ils ont ajouté des scènes avec des femmes nues pour la planète, je ne sais pas, donc l'ont transformé dans un film soft porno américain. Ils ont fait le même avec un film japonais, c'est devenu un film américain, un film de désastre japonais. Donc, quand il a fait Five Guns West, tous les plans avec les Indiens sont tirés des autres films, achetés des autres films, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc, il y a tout le temps en pensée dans cette direction. Et c'est ça le modèle que j'essaie de suivre. Donc, si c'est la possibilité de faire le film avec une certaine somme d'argent, bien, mais sinon, j'essaie de le faire avec ce que j'ai sous la main. Et parfois c'est même mieux, parfois c'est même beaucoup mieux. Quand j'ai fait Dracula, ce film qui avait beaucoup de problèmes de financement, etc. Et à un certain moment, j'ai décidé de le faire avec ce qu'on a. Et c'était avec Alex Teodorescu, le producteur, on a fait regarder le budget très lucidement, et on avait moitié de le budget de tournage. Donc, il a dit, est-ce qu'on attend encore 1 an ou 2 ans? Et j'ai dit, non, on va tourner. Donc, j'ai trouvé une façon de le faire vraiment avec l'argent qu'on a eu. Et je trouve, le film peut être mauvais, je ne sais pas à moi de dire, mais je suis sûr qu'il est mieux à cause de cette contrainte que si j'avais la possibilité de le faire comme je l'imaginais au début. Mais bien sûr, ça c'est une question très, très délicate et très difficile, parce que pas toutes les contraintes sont bonnes, et on n'est pas capable tout le temps de transformer les limitations en avantages. Mais je pense que la vraie intelligence artistique a à voir avec ça. Toute la carrière d'Orson Welles, c'est ça. Tout le temps, c'est ça. Orson Welles, c'est seulement ça. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Camille. Je vais appeler à me rejoindre Jean-Baptiste Roux et Daria Obukova. Jean-Baptiste est élève à Sciences Po. Daria est diplômée cette année de la FEMIS en montage. Bonjour Adou. Bonjour. Pour suivre notre masterclass et parler peut-être un peu plus de votre... Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de l'air dans la salle? Non, c'est pas possible. Bon. Non, parce que je ne veux pas que se voit que je suis gros. Je pense que comme ça... C'est parfait.
Oui, du coup, pour poursuivre notre discussion sur votre approche au cinéma et au audiovisuel comme l'industrie, on aimerait bien continuer avec un extrait de votre tout premier long métrage qui est La fille la plus heureuse du monde, qui est sorti en 2009. Bon. Si ça vous va. Oui, est-ce que... Cum e planul tău? E aproape beznă, dacă nu tragem acum e belită. Fugi, mă, de aici. Mă numesc frățile Delia Cristina și sunt cea mai fericită fată din lume. Am trimis 3 etichete de suc Bibo Multifruct și am câștigat acest superb slogan Break. Bea, 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 bea. Bea, bea, bea. Bea. Trimite și tu. Stop! Hai repede încă una. Mașina la loc. Să nu mai stea așa, țeapănă. Țeapănă, ce-ți mai plac cuvintele astea ambiguie. Hai mă, lasă-mă. Te las până nu te mai las. Ca de obicei, un zâmbet mai larg, băi. Delia, te rog eu frumos să zâmbești mai larg cu toată gura, să ți se vadă dinții, știi? Hai repede încă una. Facem serie acum, da? Adică zici că te iei mereu de la capăt, când ai ajuns, o iei din nou, da? Hai, repede, încă una. Până zic eu stop! Nu te oprești! Deci serie, facem serie, macaraua sus, Andy, serie! Bă, voi ieșiți de acolo, palea! Hai, gata, nu mai împingeți! Atenție! Motor! Pleacă în pula mea de acolo, bombardele! Du-te odată de acolo! Motor! Donc, du coup, dans cet extrait, on retrouve Dayla, une lycéenne qui vient de gagner justement une voiture grâce à un jeu concours. Et elle est obligée de participer à cette publicité afin de repartir avec. Et on la voit répéter ad nauseam la même phrase jusqu'à l'épuisement. Et en fait, le film n'est presque que le tournage de cette publicité, quasiment en temps réel. Et la première question qu'on s'est posée face à ce film et face à cet extrait, c'est pourquoi le choix d'un tournage comme sujet de ce premier long métrage ? C'est beaucoup lié ça à mon histoire personnelle, si vous voulez, professionnelle, parce que j'ai commencé, je ne sais pas comment c'est en France, mais à l'époque, en Roumanie, peut-être même maintenant, à coup sûr, même maintenant, c'est pas beaucoup de possibilités si tu veux faire du cinéma, de vivre de ça. Donc j'ai commencé, comme j'étais pas accepté dans l'école nationale du cinéma, j'ai fait une petite école télévision, mais pour gagner ma vie, j'ai commencé à faire tous les boulots. Et à un certain moment, j'ai travaillé comme assistant en production, en casting, assistant réalisation. Après, j'ai réalisé émissions télé, j'ai réalisé beaucoup de choses pour la télévision. Et à un certain moment, je ne voulais pas, parce que c'est aussi le risque quand tu fais des choses comme ça, c'est tellement fatigant. Et en Roumanie, où c'était, même aujourd'hui, ça n'existe pas de lois, ça existe des lois, mais ils n'appliquent jamais les lois de travail comme ça. Tu pouvais travailler, je ne sais pas, 20 heures par jour. Donc, j'avais découvert qu'après 1 an, 2 ans de travail comme ça, c'était impossible de penser même à faire des films. Donc, je me suis dit, je dois trouver un certain travail qui est moins... qui me donne un peu de temps pour penser à mes projets, à mes scénarios, à mes court-métrage à l'époque. Donc, j'ai commencé à retravailler comme assistant réalisateur pour des pubs et après de réaliser les pubs, mais pas de vraies pubs au début. C'est parce que per personne, c'est très difficile quand tu es un jeune. J'avais 25, 26 ans. J'avais un peu d'expérience beaucoup d'expérience de télévision, mais pas d'expérience de publicité. Donc, personne ne te donne sur ta main, je ne sais pas, un budget de 100 000 euros si tu n'as pas rien fait. Donc, c'est très difficile à commencer. Mais parce que j'étais dans le milieu, à un certain moment, quand la Roumanie, c'était l'économie... c'était de mieux en mieux, si on peut dire comme ça. La consommation commençait beaucoup plus. Donc, il y avait beaucoup de... Mais bien sûr, encore beaucoup de pauvreté, comme toujours. Mais c'était une période où les compagnies faisaient beaucoup de promotions. Ça veut dire, si tu achètes 3 Coca-Cola et tu envoies tu gagnes un appartement, tu gagnes une excursion à Paris, tu gagnes
énormément de choses. C'était chaque semaine, c'était des centaines et des centaines de promotions comme ça. Et les gagnants, et ça, c'était communiqué par des pubs, par des ads, des films publicitaires. Mais ce n'était pas moi qui je faisais ça, parce que c'était pour des gens expérimentaux et avec des expériences. Avec l'expérience. Moi, à un certain moment, j'ai réussi à être moi qui tournait les gagnantes. Parce qu'après, c'était des petites choses où les gagnants de toutes les choses venaient et ils disaient, voilà, j'ai gagné cette question, je suis très heureux ou très heureuse, etc., etc. Et cette histoire avec une fille qui a gagné une voiture et pendant qu'on filmait ce truc, les parents ont vendu la voiture qu'elle a gagnée. J'ai trouvé ça. Je ne savais pas au début qu'est-ce qui se passait parce que elle pleurait tout le temps. Je ne réussis pas à le faire sourire ou dire des choses comme ça. Et jusqu'à j'ai compris ce qui s'est passé, bon, c'était rien à faire. Et c'était, oui, c'était exactement la voiture. C'était pas un modèle comme ça. La voiture, après, elle était partie. Après, elle a tourné. Bon, et j'ai pas tourné le film, parce que ça, c'était 2003, 2004, quand s'était passé cette chose. Mais après 2-3 ans, quelqu'un m'a donné l'idée, m'a dit, mais tu sais, cette anecdote que tu m'as racontée, je trouve que c'est quelque chose de très fort là-bas. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être tu as raison. Et j'ai commencé à penser à cette histoire et j'ai changé la perspective. C'est fait de la perspective de cette fille. Et j'ai utilisé toutes les expériences que j'ai eues sur cette tournage. C'est aussi le fait qu'une équipe de tournage roumaine, spécialement avec des gens qui viennent de toutes les couches sociales, des gens éduqués, des gens sans éducation, des gens de la campagne, des gens de la ville, c'est comme une image de certaines tensions sociales ou de certaines... c'est comme une image de la société, d'une certaine manière. Je sais que ça, c'est un cliché, mais je le trouve assez vrai. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai commencé à me dire, je n'ai pas besoin d'inventer beaucoup, mais seulement de reconstituer la journée de cette fille. Et bien sûr, j'ai utilisé pas seulement ce qui se passait sur mon tournage, c'est presque rien de mon tournage, mais des choses que j'ai vues dans des autres. Donc, et c'est aussi la violence, parce qu'un tournage de pub, un tournage d'une chose comme ça, pourquoi tu ris? Parce que justement, on va t'interroger sur la violence par la suite, mais tu nous fais la transition tout seul. Ok, mais voilà. Mais justement, tu as parlé d'image de la société, tu as parlé d'expériences fatigantes où le droit du travail n'était pas forcément respecté. Et ce qui nous fait nous dire aussi que tous tes personnages sont confrontés à une violence d'ordre social, politique. Alors, elle prend différentes formes. Elle est très capitaliste dans N'attendez pas trop de la fin du monde. Dans Affairime, elle est plutôt d'ordre raciste. Et dans La fille la plus heureuse du monde, on va avoir aussi ce pauvre personnage qui va se prendre des remarques non sollicitées. Elle va être obligée de raser sa moustache inexistante. Et du coup, pourquoi cette présence omniprésente? Alors, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vue. Ça, c'était cette question avec la moustache. Ça venait de mon expérience. Et du coup, notre question, c'était pourquoi cette présence récurrente des rapports de domination? Est-ce que c'est un devoir pour toi, une nécessité? Oui et non. Je pense que c'était cette phrase très beau que j'ai lue, je ne me souviens pas où, de Buñuel, qui disait que le cinéma doit se concentrer sur des choses qui ne marchent pas. Si on montre, dit Buñuel, en rivière, c'est seulement pour montrer qu'on ne peut pas entrer dans la rivière parce qu'elle est moche et polluée, ou des choses comme ça. Donc c'est la seule raison pour montrer la rivière. Bien sûr, c'est un peu réductionniste, mais je crois qu'une partie du cinéma est faite pour montrer ce qui ne marche pas, pour montrer de certains problème pour décrire d'une certaine manière. C'était quand j'ai eu la discussion on a eu dans ce matin, et j'ai pas vu vous ici, sur l'avant-garde roumaine et française. Mica Gheorghescu, qui est conservatrice et chercheuse, a montré là-bas un collage avec des extraits de certains avant-gardistes roumains. C'était une citation qui m'a rappelé une autre chose, on le trouve dans les textes de Rivette,
Et pour moi, Rivette, c'est très important comme cinéaste, mais énormément important comme théoricien, comme critique, etc. Et à un certain moment, le texte disait on doit voir la réalité comme avec de nouveaux yeux. Et Rivette dit à un certain moment, on doit citer Goethe qui disait on doit commencer et finir par l'art de description, par l'art de la description. Et que le cinéma peut faire ça. Et moi, je crois ça. Je crois que le cinéma peut décrire, bien sûr, avec un langage particulier, avec une rhétorique particulière, si on parle de narration et de dramaturgie et des choses comme ça. Mais quand le cinéma est bien fait, on a le sentiment, même si c'est documentaire et fiction, ça, de ce point de vue, n'a pas beaucoup d'importance, c'est un travail de description de la vie des gens, je sais pas, la météo, la nature, comme disait Griffith, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir. Donc, c'est pas seulement une obligation, comme tu as dit, mais un désir de décrire, un désir de décrire les choses et les choses qui ne marchent pas, parce que s'ils ne marchent pas, bon, c'est quelqu'un comme Jonas Mekas qui peut faire des films sur la bonheur de vivre, mais je trouve que ça c'est très, très difficile et lui il peut faire ça parce qu'il est un poète, moi je ne suis pas, malheureusement. Et peut-être un dernier élément qui nous a marqué dans cet extrait, c'est vraiment de ressentir la pression du temps qui s'écoule sur le personnage. Et on se retrouve souvent avec des personnages bloqués dans des scènes qui s'étirent et qui sont longues. Je pense à la confrontation dans Bad Luck, Banging or Looney Pone entre l'enseignante et les parents d'élèves, à la fin de N'attendez pas trop de la fin du monde. Est-ce que tu cherches à communiquer presque une expérience sensible de la violence par ces dispositifs ? Moi, je ne sais pas quoi dire ça. Je pense que la question dépasse mes compétences. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. Je sais pas. Si tu peux reformuler un peu, peut-être. Mais on se retrouve dans des scènes avec des personnages qui sont... Non, mais dis avec des autres mots. Ok. Si tu dis la même chose... Ou alors, peut-être une question parallèle aussi, est-ce que c'est le meilleur moyen de mettre ces personnages-là dans des situations de souffrance et qui sont longues ? Et comment toi, tu te situes Tu dis ça ? Non, en tout cas, nous, on les ressent comme vraiment épuisantes et on ressort de là presque exténués, pour ma part en tout cas. Oui, mais je pense que ça se vient de la même... c'est vrai que parfois, c'est une accumulation des choses. Et peut-être c'est une incapacité ici quand j'ai fait N'attendez pas trop de la fin du monde, c'est un film long, c'est un film de presque 3 heures entièrement. Et les premières 2 heures, c'est cette journée d'une femme qui conduit en voiture. Et j'avais cette question, comment je peux montrer que c'est un jour long, qu'elle travaille de 5 heures du matin jusqu'à 12 heures dans la nuit, sans faire long. Je ne savais pas répondre à cette... En effet, le film était beaucoup plus long. Je pense qu'on a coupé près de 30-40 minutes. Et encore, il y a des gens qui disent « Ok, mais ce n'est pas très bien fait parce que tu pouvais trouver une autre façon de montrer, comme tu dis, cette pression, cette tempe, cette pression liée avec le tempe. Mais je ne savais pas comment. J'avais besoin de faire un peu long. Ce n'est pas énormément long. Lav Diaz, quelqu'un qui fait des films parfois qui ont 13 heures, ou 8 heures, ou 6 heures. On était ensemble à un festival Viennale et quelqu'un a dit, voilà, le film de Radio est trop long. Et Lav Diaz a dit, combien de heures? Il a dit, oh, bon, 3 heures. Il a dit, 3 heures, mais 3 heures, c'est pas un film long, a dit Lav Diaz. Oui, pour lui, c'est un court-métrage. Donc, quand il fait des films de 13 heures, bien sûr, 3 heures, c'est rien. Donc, c'est aussi une question relative, si tu veux. Et du coup, en regard de cette violence, vous ancrez bien souvent vos personnages dans un réel qui est assez tangible, palpable, matériel, qui détermine leurs conditions d'existence. On pense à leur travail, à leur déplacement dans la ville, à leur réveil même. Les 2 scènes d'ouverture de Papa vient dimanche et de N'attendez pas trop de la fin du monde, ce sont des scènes de réveil. Et du coup, maintenant, on va regarder un second extrait, toujours de Bad Luck, Banging or Looney Pone.
Emi. Nous avons choisi cet extrait parce qu'il nous semble assez représentatif de votre approche cinématographique, très radicale dans son apparente légèreté. Mais on aurait pu choisir d'autres extraits de votre filmographie, de Papa vit en dimanche, Continental 25, même l'un de vos derniers films, Sleep 2. Et au premier regard, quand on voit ces plans longs dans leur durée presque réelle, on peut se dire que c'est ce qu'on voit quand on sort dans la rue, que chacun d'entre nous peut voir pendant ces trajets quotidiens. Mais vous réussissez à sortir de cette cacophonie du monde qui est très difficile à déchiffrer, des éléments qui sont significatifs, comme des objets, des personnages, des publicités. Qu'est-ce que, selon vous, ils témoignent, tous ces éléments? De quoi elle parle et comment en fait elles deviennent significatives? Ça, c'est lié beaucoup cette partie de ce film pour qui ne l'a pas vu, c'est 30 minutes comme ça, moi non plus, avec des petites choses mises en scène. Les petites histoires sont mises en scène, mais tout ce qui est comme l'actrice qui marche dans la rue, etc. Mais tous les autres sont des choses documentaires. Et c'était... et je parle de l'origine de ces idées d'ici, parce que je pense que c'est comme ça que je peux répondre. C'était pas venu... comme ça, c'était pas venu de mon, même pas de mon observation, ou bien sûr c'était des observations, mais c'était venu des rencontres avec la ville, bien sûr, mais aussi avec de certaines perspectives et de certaines œuvres, de certains livres. D'abord, c'est Ulysses de James Joyce qui m'a influencé, même si c'est bien sûr des choses très différentes, mais c'est une partie du livre, c'est une marche dans la ville d'un personnage de Bloom. Après, c'est le livre de Walter Benjamin que j'ai lu un peu avant de ce film, 2 ou 3 ans avant, et qui m'ont marqué beaucoup. Premièrement, c'est un livre qui a donné après le titre de cette partie du film, qui c'est Rue avec un sens unique, la rue à sens unique, qui est qui est un livre très, très, très intéressant parce que c'est seulement des pensées ou des choses liées sans beaucoup d'unité. Et c'est une rue de Berlin qui est prise comme métaphore sur tu as une station d'essence, et c'est des pensées qui n'ont pas rien avec une station d'essence, ou un passage sur le métro qui n'a pas vraiment qui parle d'autre chose. Et moi je voulais faire le chemin envers. Et aussi c'est dans la sensibilité de Benjamin comme dans la sensibilité d'Eisenstein. On a parlé hier avec Ada Ackerman ici, d'une sensibilité pour montage, pour des choses qui, s'il existe ensemble, mis par un auteur ou par la vie, comme par le hasard, comme ça, donne certaines idées ou crée certaines idées, crée certaines significations possibles. Et ça vient aussi de Benjamin dans le livre de montage. Il y a un grand livre de montage qui c'est Arcades Project en anglais, je pense que ça s'appelle Paris en 19e siècle, capitale du 19e siècle en français.
Passagenwerke, non, Christa, c'est en original, qui est un livre de montage, un livre de citations, des choses comme ça, et c'est pas des citations, pas seulement des citations des autres cultures, comme Baudelaire, Marx, Hegel, je sais pas, mais il y a des citations des auteurs totalement méconnus, ou des auteurs considérés pas des grands auteurs, Maxime Ducamp, des gens comme ça, et ça m'a marqué beaucoup, comme les observations d'Eisenstein, pas dans ce film, mais beaucoup dans ses livres, dans ses collages qu'il a fait. C'est une attention qu'Eisenstein portait à des coupures. Il faisait des coupures de la presse, des observations comme ça, des citations, etc. etc. Donc, toutes ces choses, je parle de ça comme l'origine, bien sûr, totalement impure de cette idée qui est utilisée ici. Et après, c'est bien sûr, je pense, une question qui est liée à Bucarest, qui est une ville traumatisée par l'histoire, qui a été détruite d'une certaine manière plusieurs fois. Il a été créé, après détruit par la dictature communiste, mais la dictature communiste aussi a créé une autre façon de ville qui maintenant est de nouveau, la ville est de nouveau détruite par le développement sans aucun respect de loi de la nouvelle société post-totalitaire, capitaliste où on est, et même au niveau des monuments ou des bâtiments monuments, ça j'ai lu un rapport sur ça, que Ceausescu, le régime Ceausescu a détruit beaucoup de ces monuments, mais le régime en pleine liberté s'était détruit beaucoup plus. Donc, et aussi, parce que ça n'existe pas beaucoup de lois, de publicité, des choses comme ça, où il existe, ils ne sont pas respectés. Donc, c'est une ville qui montre ce qui est les idéologies, qui montrent les politiques, les administrations, les problèmes comme ça. C'est une ville qui montre très transparentement si tu as les yeux pour regarder ça. Donc c'est à cause de ça, peut-être dans des autres villes que je connais pas. Je vais tourner pour SBS Production un film qui est, la plupart se passe à Bordeaux. Ça ne marche pas dans une ville comme Bordeaux, cette idée. Ça peut pas marcher parce que c'est une ville qui cache beaucoup, qui montre très peu à la surface. Mais Bucarest, et Roumanie en général, mais Bucarest en spécial, c'est une ville qui montre beaucoup de ces contradictions et de ces politiques et de ces histoires, de l'histoire. Il l'exhibe même. C'est une ville qui exhibe beaucoup de ces choses. Donc, c'est à cause de ça. Et l'autre part de question, excusez-moi que j'étais trop long, c'était quelle est la signification de ça. Ça, aucune idée. Parfois, c'est très visible, la signification. Parfois, c'est pas assez visible. Et j'ai vraiment essayé d'avoir une rue comme ça, de la périphérie de Bucarest vers le centre historique. Et voir et essayer c'était comme une hypothèse, est-ce qu'on voit quelque chose sur l'idéologie, sur la ville, sur la politique, sur l'esthétique, seulement en faisant ce trajet ou pas. Et je ne sais pas à moi de donner la réponse. Mon chef opérateur, Marius Panduru, était très sceptique au début. Il disait, tu sais, ça c'est pas une ville spectaculaire, c'est pas New York, c'est pas Mumbai, c'est pas, je sais pas, Kinshasa, c'est pas des villes comme ça qui sont spectaculaires, mais je pense que maintenant je le trouve assez bien, exactement parce que c'est pas une ville où toutes ces choses deviennent très très évidentes. Peut-être si tu tournes comme ça à New Delhi, bien sûr, à Mumbai, c'est très évident tout ça. Ici, c'est plus petit, plus resserré, mais beaucoup plus évident des autres choses, je pense. Oui, on remarque bien que quand vous arrêtez notre attention à certains éléments de décor que peut-être on ne voit pas dans notre quotidien, on peut dire que en fait, ce sont des signes de des choix qui ont été faits dans le passé et des piliers sur lesquels va être basé notre futur, notre avenir. Mais pour revenir sur cette question de montage, quand même, on peut dire que dans la tradition actuelle, les cinéastes essaient plutôt de cacher des outils
qui participent à la fabrication du film et de rendre tout très naturel, très fluide, la caméra invisible, le montage, on ne voit pas des coupes et de passage d'un plan à l'autre. Et pour vous, c'est très important de les faire dialoguer, les plans, les éléments qui sont dans le film. Pourquoi ce choix peut-être politique ou au moins esthétique ou anti-esthétique? Qu'est-ce que vous défendez en choisissant cette manière plus à la Eisenstein de fabriquer vos films? Ah non, mais Eisenstein était pas comme ça, il était assez traditionnel dans la façon de... Parfois il y a des choses plus expérimentales, on peut dire. Bon, je ne sais pas, c'est la tradition de modernisme, peut-être, je me sens très, très lié à cette tradition, la tradition de l'avant-garde qui a ça, bien sûr, différemment. Et aussi, c'est une seule question sur pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi c'est un problème de montrer. Moi, je suis un peu, peut-être c'est ça l'explication la plus profonde, que je suis pas vraiment intéressé, ou peut-être je suis pas capable de donner seulement cet désir de se perdre dans le monde du film. Non, je sais pas si ça existe dans la langue française, en roman, parfois les gens disent « Oh, c'était un moment où j'ai sorti du film. Oui. Et après, j'avais mal à rentrer de nouveau. Et pour moi, ça, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens parce que je suis tout le temps dehors. Je regarde le film, c'est pour l'analyser, pour voir, pour avoir des plaisirs, pour avoir des soucis, pour follow une histoire, mais pas pour se perdre dans le monde du film. Je jamais vu ça comme spectateur, ou après un certain moment, quand j'ai devenu vraiment intéressé en cinéma comme l'art, comme je ne me perds pas dans le monde d'un tableau, je ne me perds pas dans le monde d'un film. Et je ne veux pas aussi donner cette chose à les spectateurs. C'est pour ça que ces films ne donnent jamais la possibilité, je pense, d'oublier que ce qu'on voit, c'est un film. Et pas d'une façon, quand on dit des choses comme ça, la plupart du temps, c'est des films très ennuyeux et très irritants qui veulent montrer... J'essaie de trouver une façon plus légère, donc ça existe, j'espère, le plaisir du film, le plaisir de voir le film. Le principe de plaisir, pour moi, c'est très important en cinéma et je pense que c'est un peu pas parlé aujourd'hui. Donc ça existe, j'espère, ce plaisir, mais en même temps, c'est un plaisir lié à le fait qu'on regarde le film comme objet, on regarde le film comme investigation, comme recherche, comme pas seulement comme une histoire où on se perd en suivant les problèmes des personnages. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Daria, merci Jean-Baptiste. Merci. Je vais demander à Jeanne Loubière et Vivien Henrion de me rejoindre. Vivien est diplômée de l'école du Louvre, spécialisée en photographie. Et Jeanne est étudiante en cinéma à l'université Paris 8. Bonjour. Bonjour de nouveau. Il y a un texte très long ici, j'ai peur déjà. Voilà. C'est pas toutes mes questions. Le corollaire de cet enjeu politique, c'est l'attachement à l'histoire et à sa mise en récit. Le premier film que vous faites, qui a un lien fort avec l'histoire et qui est un tournant formel dans votre travail, est Affairement. Comment et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser à l'histoire et à ses représentations? Et étiez-vous, comme Ritipan, à la recherche de l'image manquante de la Roumanie? Bonne question. C'est vrai que j'ai fait, je pense, 6-7 films sur l'histoire, notamment l'histoire de la Roumanie, où les taches noires, les choses un peu cachées, manquantes, comme Ritipan dit, de l'histoire de la Roumanie. Aussi, certains courts-métrages, et ça peut donner la sensation que c'était programmatique.
Et même moi-même, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression que c'était programmatique, que c'était comme un programme, qu'à un certain moment, je me suis dit, voilà, je vais faire 5, 6, 7 films liés à l'histoire, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était un après l'autre, où le travail sur un film donnait des choses dans la recherche qui composaient la matière du début pour un autre film, etc., etc. Et je m'excuse à me répéter, mais c'est ça la vérité. La question de l'histoire, pour beaucoup de pays, peut-être pour tous les pays, pour toutes les communautés, l'histoire c'est lié à l'identité, c'est créé. C'est un des éléments qui crée le sentiment de l'identité. Quand quelqu'un dit, voilà, je suis français, ça veut dire que c'est une population qui vient, je ne sais pas d'où, qui a fait la Révolution française, bon, etc., qui a été collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands, etc. Et ça a créé l'identité française, qui a détruit les Algériens, etc. Bon. Donc c'est la même pour nous, peut-être même plus pour des pays un peu à la périphérie ou un peu récentes, avec une histoire plus récente, où cette question c'est pas de longue date, c'est très récent, et c'est à coup sûr à cause de ça, de cette question de création d'identité, que l'histoire a été utilisée à des fins politiques et contrôlée, totalement contrôlée par tous les régimes, notamment par les dictatures. Et la dictature de Ceausescu, c'était une dictature très nationaliste aussi. Donc tout ce qui était problématique dans l'histoire roumaine était effacé, était caché, était réinterprété positivement, etc. Et donc, pour ma génération, c'était seulement après la Révolution, quand certains livres, certains matériaux, certaines émissions télé, des choses comme ça, pas beaucoup, et pas les sources officielles, ont commencé à montrer des choses dans une autre lumière, et tout d'un coup ça donne ça c'est une question intéressante, parce que la propagande, on dit tout le temps ça marche pas, ça c'est trop évident, et la propagande du régime Ceausescu était évident pour tout le monde, même pour des enfants, je pense, parce que tu entendais tout le temps les adultes, mes grands-parents, mes parents disaient c'est des mensonges, des connards, Ceausescu. Bon. Donc tout le monde disait, soit, bon, pas à grande voix, ça, mais donc je pensais, pas seulement moi, tout le monde était immunisé à la propagande. Mais en effet, j'avais découvert, quand j'ai découvert ce livre ou cette perspective, qu'en effet, j'étais pas immune à la propagande, parce que profondément, j'ai pensé vraiment que Roumanie était un pays qui n'avait jamais fait de mal à personne, que jamais n'a occupé un autre territoire, que jamais n'a fait des choses terribles comme des crimes en masse, etc., etc. Et ça te donne un certain type d'identité. Et quand tu découvres ça, tout d'un coup, tu sens, est-ce que je suis possible de faire ça aussi? Parce que jusque-là, j'avais l'impression que je ne serais jamais possible d'être un bourreau, parce que toute notre communauté, toute la Roumanie n'a jamais été comme ça. Et quand tu découvres qu'en effet, on était comme ça beaucoup, ça donne un sentiment que tu perds l'équilibre un peu. C'est très difficile, et c'est pour ça que je comprends pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas accepter cette perspective, parce que c'est pas facile de vivre avec ça d'une certaine manière, et c'est comme ça que j'ai compris que la propagande fonctionnait d'une certaine manière. Voilà, moi j'avais, je sais pas, 17 ans, 18 ans, et je savais pas que dans mon inconscient, et même, tu sais, c'est quelque chose de très intéressant ici, même sur la guerre, parce que toute l'histoire qui a été enseignée, tous les films, tous les livres d'enfants que j'ai lus, beaucoup étaient sur la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup parlaient de ce qui se passait avec 23 août
1944, quand la Roumanie est devenue alliée avec les Alliés. Et j'avais en tout le monde en moi l'idée que la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie, ça veut dire les Roumains contre les Allemands. Et même pour moi, maintenant, si tu me demandes qu'est-ce que c'est la Deuxième Guerre mondiale, même si j'ai fait des films qui parlent de période avant de 1944, qu'entre 1941 et août 1944, la Roumanie a été alliée avec l'Allemagne nazie, a envahi des autres pays, a tué en masse les Juifs, a déporté et tué en masse les Roms, a fait toutes ces choses comme ça. Mais si je pense Deuxième Guerre mondiale en Roumanie, première image ou premier truc qui vient dans ma tête, c'est les Roumains contre les Allemands. C'est axiomatique comme ça, c'est impossible d'échapper à ça. Et après, je dois me penser et de dire, ah, mais voilà, mais attends un peu. Parce que, donc, c'est ce type de propagande qui vient de... C'est mes premières mémoires, c'est de voir des films à la télé avec les armées roumaines luttantes contre... Donc, c'est à cause de ça, c'est devenu cet intérêt pour l'histoire. Et après, bon, c'est un après l'autre. Et après, c'est bien sûr des enjeux et des propositions esthétiques et de représentation et de travail et de production différentes. Parce que mettre en scène l'histoire, c'est une autre chose que de mettre en scène le présent d'une certaine manière. Et le grand problème, c'est peut-être cette anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez, ça apparaît dans le livre que j'ai donné à quelqu'un et ça n'était jamais revenu. Donc, si vous avez un exemplaire, je voulais l'avoir, de Prisca Morisset, il s'appelle Historien et cinéaste. Vous connaissez ce livre? C'est un professeur, c'est des interviews avec des historiens et des cinéastes qui ont collaboré pour des films historiques. C'est un livre très important pour moi. Et à un certain moment, c'est une histoire avec Emmanuel Laurent-Ladurie, qui a été le consultant de Jean-Jacques Hano pour le film sur Umberto Eco, Nom de la Rose. Et apparemment, Jean-Jacques Hano, qui avait un budget énorme, a engagé Emmanuel Laurent-Ladurie pour être très, très précis sur la construction des meubles, des vêtements, tous les trucs comme ça, les cochons qui étaient là-bas. Donc, tout était très, très recherché, fait exactement avec la technologie de l'époque, etc., avec une passion maniacale pour ça. Bon. Et après, c'était une pause dans la production, il y avait des soucis financiers, et après, il était de nouveau réappelé. Et il raconte qu'il a été là-bas, vérifier les meubles, les chaises, tout ça. C'était très, très, très impressionnant, très bien. Et tout d'un coup, il a vu Sean Connery, l'autre comédien, entrer dans la salle de répétition et répéter en anglais. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, bon, c'est les comédiens, on doit prendre les comédiens. Il dit, bon, mais il parle en anglais comme ça. Il a dit, oui. Et après, il a dit, mais Laurent-Ladurie, mais bon, c'est pourquoi donc que tu reconstitues les chaises, les tables, les costumes comme ça, s'il parle en anglais. C'est un peu stupide d'avoir tout ça. Donc c'est ça le problème principal de mettre en scène l'histoire. C'est cette idée de réalisme qui n'a aucun sens jusqu'à la fin. C'est ça. Et donc on doit trouver, je pense, des autres choses. Sinon, pourquoi... Bon. À propos de réalisme, justement, vous avez exploré différentes formes autour de l'histoire, donc des fictions, du montage de publicité, mais surtout des films d'archives, notamment autour du thème de la Shoah. Votre premier film d'archives est Dead Nation, dans lequel vous utilisez des clichés d'un photographe de quartier roumain des années 30 et 40 et des extraits lus du journal d'Émile Dorian, un médecin juif contemporain de cette période. Suivra The Exit of the Trains, un mausolée constitué avec l'historien Adrian Cioflanca à partir de diverses sources sur le pogrom de Iași. Et plus récemment, Memories from the Eastern Front, dans lequel vous mobilisez des photographies de sources militaires datant de 1941 et 42. Et ma question, c'est comment est-ce que vous analysez cette diversité dans les matériaux sources que vous choisissez?
Et quels ont été les choix auxquels vous avez été confrontés dans la monstration de ces archives? C'était la première question, c'était la première partie. Non, ici, la dernière. Donc. C'était quels ont été les choix auxquels vous avez été confrontés pour monter les choix? Les choix. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est aussi une question qui vient de la pratique, en effet. C'était pas une dimension théorique qui m'a poussé à dire voilà pourquoi je fais pas des films avec des matériaux d'archives comme ça. C'était pas ça, c'était plutôt la recherche que je faisais pour des autres films qui, à un certain moment, m'a amené en face de certaines collection de matériaux, collection des choses que je trouvais en visitant ou en cherchant dans certains livres, dans certaines archives aussi, comme les archives cinématographiques nationales dans le fonds documentaire. Bon, on s'appelle le fonds documentaire, mais sont tous les œuvres de propagande. Je ne sais pas pourquoi ils sont documentaires. Bon. Et après, à un certain moment, j'avais cette idée que tout d'un coup, bon, je peux commencer à faire un film avec ça. Et après, un film m'a donné envie. Le deuxième film que vous avez mentionné, l'Exit of the Train, le sortie de train, c'est la proposition de l'historien Diancio Flâncă, et moi j'ai dit oui, et c'était une collaboration, etc. Et après, un après l'autre s'enchaîne, parce que c'est la pratique qui donne envie de recommencer ou de refaire des choses autrement, ou tu trouves une autre idée parce que tu as travaillé un peu. Donc, qui étaient les choix ici? Ça dépend. Les premières, c'est les choix des matériaux. Si tout le temps, puis si tu as certains matériaux en face de toi, ou parfois très peu, parfois beaucoup, et tu dois choisir. Et bien sûr, c'est exactement comme on est à Centre Pompidou, c'est la question de les objets trouvés ont déjà une tradition énorme dans les arts. Les collages ont une histoire grande déjà. Donc c'est la même façon, mutatis mutandis, de penser. Parfois tu peux avoir un objet comme ça, une image comme ça, et seulement changeant le contexte, ça devient très, très, très fort, communique des autres choses, communique différemment parce que le contexte le change. Sinon, c'est toute l'éthique et l'esthétique de Duchamp qui a été le premier à penser ça très, très, très bien, à mon avis. Et bien sûr, après, c'est la question de montage. Comment créer de certaines choses, comment mettre ensemble, qui est bien sûr la question. Et ici, les choses ne sont même pas différentes des autres types de films. Tu vois, quand tu es au montage d'un film, tu as certaines images et sons en face de toi, soit que tu as tourné, soit qu'ils sont tournés des autres, soit qu'ils ont des autres types de matériaux qui deviennent des matériaux cinématographiques parce qu'ils sont mis dans un film, et tu dois te débrouiller de faire quelque chose, soit que tu as pensé au début, si c'était quelque chose pensé au début, soit de trouver quelque chose dans le corpus de matériaux ensemble. Donc je pense que c'est ça. Et après ça, c'est le même truc, même s'il y a des images que tu as tournées, tu as 3 plans, 5 plans, 10 plans, que tout d'un coup, tu dois faire quelque chose, et tu peux essayer de faire ce que tu as pensé, si tu as pensé quelque chose au début, et parfois ça ne marche pas. Donc, tu dois trouver une autre chose. C'est le même. D'accord, merci. Merci à vous. La question de la puissance et de l'impuissance des archives semble traverser votre œuvre, et vous avez aussi réalisé en 2024 un montage d'archives dédié cette fois aux publicités roumaines post-soviétiques, 8 Postcards from Utopia, dont nous allons regarder un extrait tout de suite. C'est un film fait avec un chercheur, philosophe Cristian Ferenc Flatz. C'est aussi une autre collaboration. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Încă o dată. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Mai cu zâmbet și mai decis, mai hotărât.
Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Cam plat. Deci un pic, să vină că îi mai lungește fața. E spre mine. Deja începe să meargă, vedeți? Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Da. Facem separat. Dacă nu mă pot gândi să zâmbesc și să zic. Nicio problemă. Este imposibil. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Unde drag să mai accentuez? Și? Noi cu toții lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Da? Ok. Noi toți, da. Da. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. E bine? Mai accentuați mai sus pe dumneavoastră puțin, să nu cădeți pe el. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Să înmulțim banii dumneavoastră? Da. Înțelegeți care este accentul? Că sunt banii lor în joc. Da, am înțeles. Vă rog, accent pe... Atenție! Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Foarte bine. Încă o dată cu zâmbet de la început. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Și mai accentuat un pic dumneavoastră, a fost mai bine înainte. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Da, mai cu zâmbet un pic. Iar v-ați crispat un pic. Deci mai degajat. Nu m-am crispat, sunt eu mai serios. Dar, noi... Da? Liniște. Privirea în monitor acolo. Și... Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Încă o dată. Noi toți lucrăm să înmulțim banii dumneavoastră. Stop, e bine? Da. Bun, da. S-a terminat? Da. Ok, stop. Iarna asta, la OmniaSig ninge cu 500 de milioane de lei. 3 milioane de lei sau marele premiu, un sac de bani cu 200 de milioane de lei. Mai mulți bani. Vino la BRD, vino la BRD, vino la BRD. Joacă acum pe telefonul mobil, vrei să fii miliardar. Mulțumesc frumos. Și domnului Ioan Câmpean din Cluj-Napoca. Mulțumesc. Acum că sunteți deținătorii fericiți, a 12 milioane jumătate fiecare dintre dumneavoastră, ce veți face cu banii? Eu îi voi depune în continuare la Fondul Român de Investiții. Donc si on reprend un peu le début de l'extrait, on est de nouveau dans une situation de tournage. Et ici, c'est vraiment la fabrique du discours publicitaire qui est dévoilée dans les moindres détails, des intonations au sourire de l'homme qui parle. Est-ce que vous pensez votre pratique du montage comme une forme de démontage de certains discours et images? Bon, premièrement, l'histoire de ces images, c'est que on a fait un film avec des images de publicité. Un film de montage, en 8 chapitres, s'appelle 8 cartes postales de l'utopie. Et on a utilisé des images qu'on a trouvées soit dans des agences de pub qui nous ont donné, soit des maisons de post-production qui avaient ça, soit des personnes privées. Et c'est quelqu'un qui est un collectionneur des images comme ça, un peu qui trouve des choses, qui va dans des poubelles ou dans les places où se jettent les ordures, il envoie des... Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très... a une obsession pour ça, un archive fever, comment ça se dit. Et il a trouvé cette... parmi ces tapes, il a trouvé aussi des rushes de certains tournages. Et quand on a vu ça, on a dit, même si c'est pas exactement
comme les autres. C'est une digression dans le film, mais on doit le garder parce que je pense que, comme tu as dit, ça démontre un peu toute la question de mensonge et de reconstruction de cette image fausse qui est à la fois le cinéma lui-même. Mais ici, bien sûr, c'est le cinéma qui peut être utilisé, comme on sait, dans plusieurs formes, dans plusieurs directions. Ici, c'est un cinéma qui veut te faire quelque chose, notamment investir dans ce fonds qui, d'ailleurs, c'est devenu après très... Comme beaucoup dans les années 90, juste après la Révolution, beaucoup de choses où les gens faisaient des fonds comme ça, après ils partaient avec l'argent. Donc, ce qui se passait avec ce fonds aussi. Bon. Et oui, c'est vrai que c'est plutôt ici, c'est la structure du film. Parfois, c'est pas beaucoup un film de montage dans le sens d'Eisenstein qu'on a parlé ici et aussi hier avec Ada Ackerman, mais c'est beaucoup plus un collage où les choses sont faites par l'accumulation. Ici, c'est cette partie du film qui est seulement avec l'argent. C'était proposé d'ailleurs par Christian, le co-réalisateur du film, parce qu'il a observé que dans beaucoup de pubs de l'époque, cette obsession pour l'argent et l'image de l'argent qui vole dans l'air et qui est comme une leitmotiv qui apparaît tout le temps. Donc on démontre quelque chose par l'accumulation de cette truc qui, bien sûr, que si on dit que la publicité fonctionne avec une certaine magie, crée une sorte de sentiment de magie. En le faisant comme ça, on devient conscient, je pense, de la construction, et c'est un contre-magie. Je ne sais pas comment dire. Bon, je pense que c'est un peu comme ça. Il semble aussi s'agir pour vous de répondre aux dangers actuels de certains discours et manipulations d'images pour en remettre en question certaines vérités historiques. Un autre film intéressant est celui dont nous allons regarder un extrait, Les 2 exécutions du maréchal, film dans lequel vous mettez face à face les images d'archives de l'exécution du maréchal Antonescu et celle du film Le Miroir de Sergiu Nicolaescu, un film qui date de 1994, dont j'ai découvert, et c'est assez intéressant, que l'autre titre est Le début de la vérité. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai film de montage, je pense, un court-métrage. Atențiune! Stoi! La dreapta! Având în vedere ordinul 53.875 din 1 iunie 1946 al domnului ministru Lucrețiu Pătrășcanu, prin care ni se face cunoscut că majestatea sa regele a respins cererile de grațiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexeanu, condamnați la moarte prin hotărârea din 17 mai 1946 a Tribunalului Poporului, ne ordonă să ne conformăm normelor din regulament în executarea pedepsei cu moartea. Comme vous l'avez compris, on avait un petit problème de saccade sur cet extrait. Il nous reste juste un extrait après, mais qui est assez long. Voilà. Coucou la régie. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus de la construction de ce film en particulier? Et vous avez parlé un peu plus tôt du rôle possiblement éducatif du cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un des rôles du cinéma d'agir justement comme une construction d'un discours en prise avec les enjeux de vérité et de mensonge? Bon, la construction, c'est parti ici
l'idée de... En effet, j'ai revu ce film horrible de Sergiu Nicolaescu parce que j'ai préparé N'attendez pas... peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, où j'ai utilisé un autre extrait. Quand j'ai vu ça, j'ai eu cette idée. Donc, je l'ai essayé seulement avec les images de DVD, etc. Et après, ça m'a pris un an pour réussir à trouver les matériaux et convaincre la veuve de Sergiu Nicolaescu, qui est une jeune femme. Elle était, je ne sais pas, 16 ans quand ils étaient ensemble. Il avait 70, un peu comme ça. Donc, elle est encore une jeune femme qui a... j'ai réussi avec beaucoup de patience de la convaincre de me laisser le droit pour faire ce film. Et c'était cette idée, ici c'est une idée eisensteinienne, si vous voulez, que si tu as une image et tu compares, tu peux comparer deux choses, et c'est exactement cette comparaison. D'ailleurs, le film s'est sous-titré « Une comparaison », et c'est en cette comparaison, en voyant ce qui est en plus dans un autre, ou qui est moins dans la première, que tu peux voir comment les choses sont construites, ou comment les choses... C'est comme en médecine, non? Tu as, quand tu as une fracture, non? Tu fais une radiographie, et après, si c'est guéri, tu as une autre radiographie, et le médecin compare, il dit voilà, ici c'était cassé, et voilà, maintenant c'est pas... C'est la même chose, c'est la même perspective de comparer pour comprendre. Et ici, c'est ce document très brutal de l'exécution muet, de l'exécution de Maréchal Antonescu et ses 3 ou 4 autres collaborateurs étroits, condamnés pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, etc. Et après, c'est un film qui est une scène qui est ce qui est intéressant dans cette scène en entière, c'est que Sergiu Nicolaescu a vraiment eu cette idée de suivre les documents, presque plan par plan. Mais bien sûr, tu peux voir dans ce qu'il a extrait et ce qu'il a mis en plus, c'est ça où se voit la politique, l'idéologie. Il a mis une musique héroïsante, comme ça. Il a extrait toutes les choses sanglantes ou qui faisaient déshéroïser les personnages. Il a ajouté des trucs qui, en effet, ne sont pas, se voient dans le film, comme des dialogues ou des cris comme « vivement Roumanie », des choses comme ça. Donc, le film, c'est comme une héroïsation, et comme une hagiographie, devient une hagiographie. Et si tu mets cette scène en montage avec l'autre, tu découvres, tu vois le mécanisme de l'essai de héroïsation. Et bien sûr, je m'imagine que ça devient très, très visiblement, c'est très visible le désir de mensonge. Maintenant, donc c'était ça, c'était une idée très simple, et bon, je le trouve assez efficace dans ce cas, peut-être dans d'autres cas aussi. Et après, si on parle de l'enjeu didactique de cinéma, ici, je ne sais pas quoi dire, parce que pour moi, tout est didactique, tout est important, tout est... La question, c'est pas seulement si le cinéma lui-même doit être didactique ou pas, mais je pense que c'est besoin, et de plus en plus maintenant, avec les images de réseaux sociaux, des images IA, tous ces trucs qui deviennent plus complexes et plus difficiles à interpréter bien. On a besoin tous d'une éducation et auto-éducation, et d'une réelle éducation sur l'interprétation d'images, sur la création d'images, etc. Et en Roumanie, c'est rien qui se fait. Je sais qu'en France, c'est beaucoup qui se fait.
par comparaison quand même. Mais je pense qu'on a besoin, c'est Zizek qui dit ça, qu'on a besoin de plus en plus de philosophes, en effet. On a besoin de plus en plus de penseurs, mais de vrais penseurs, pas des gens qui écrivent des choses pour gagner une bourse dans je ne sais pas où. Ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas important du tout. Mais des vrais penseurs sur l'image qui peuvent faire qu'on est capable de comprendre et d'utiliser et de nous éduquer. Après, c'est ça plus important que les films eux-mêmes doivent être didactiques. Ça, bien sûr, ça existe, des films éducatifs, pourquoi pas. On a parlé de vos essais documentaires, mais dans vos fictions également, on a parfois l'impression que vous avez une méfiance à l'endroit de l'image et de son utilisation, y compris lorsqu'elle est artistique. C'est par exemple une vidéo qui piège Amy dans Bad Luck Banging or Looney Porn, et c'est un film d'entreprise qui humilie Ovidiu et le réduit au silence dans N'attendez pas trop de la fin du monde. Et c'est parfois même la portée de la représentation qui est questionnée. À ce sujet, nous allons regarder un extrait qui se situe à la fin de Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, où la metteuse en scène, Mariana, a réussi à monter envers et contre tout son spectacle sur le rôle du maréchal Antonescu pendant la Shoah, mais l'effet édifiant et subversif qu'elle espérait n'arrive pas. Domnul Traian, nu e bine. Eu la repetiție am făcut că mergeți. S-am repetat, păi da, exact așa s-a repetat. Da, ce faceți, zice? Bun, și acum ce fac? Ce se întâmplă? Ce fac? Escortarea evreilor. Cu evrei de la Odessa ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. De acum înainte să se pună regula. Represiunea a fost destul de severă. A fost, domnule mareșal. Ce înțelegeți prin destul de severă? Dumneavoastră sunteți ca Miloș cu alții? Nu cu neamul românesc. A fost foarte severă, domnule mareșal. Am spus să se împuște câte 200 de evrei pentru fiecare mort și câte 100 de evrei pentru fiecare rănit. S-a făcut așa? Au fost și împușcați și spânzurați pe străzile Odesei, domnule mareșal. Să faceți așa, pentru că eu răspund în fața țării și a istoriei. Să vină evrei din America să mă tragă la răspundere. Evreii nu trebuie menajați, pentru că dacă ar putea, nici ei nu ne-ar menaja pe noi. Nici pe mine, nici pe dumneata, nici pe dumnealor. Eu am plecat de la ideea că dacă nu se va găsi un român care să mă omoare, n-are să mă omoare nimeni. De aceea nu-i las eu pe evrei. Să nu credeți că ei n-au să se răzbune atunci când vor avea posibilitatea. Dar ca să n-aibă cine să se răzbune, termin eu cu ei mai înainte. Aceasta nu o fac pentru mine personal, ci pentru populația acestei țări. Băi, Antonescu a fost un criminal! Antonescu! Trăiască România, Tudoroață!
Mamă, ce frică mi-a fost că o să ne oprească. Ai văzut ce frumos a ars? Mergem la o bere? Da. Băi, a fost oribil. Tu ai văzut că la scena cu arsul evreilor lumea a aplaudat? Nu toți. Aproape toți. N-au fost atenți. Sau unii n-au înțeles nimic. Niște boi de în pula mea. Dar chiar așa, să n-aibă o minimă empatie. M-am speriat. Donc, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, comme d'autres de vos films, est venu poser la question de l'éthos national et déterrer la question de l'implication de la Roumanie dans la Shoah. Dans cet extrait qui se situe à la fin du film, on a l'impression que vous doutez peut-être de nos capacités, nous spectateurs, à accomplir le devoir de mémoire, mais aussi de celle des arts, comme ici le théâtre, à en incarner la nécessité. Est-ce que vous, en tant que cinéaste, vous êtes traversé par les mêmes questionnements et contradictions que le personnage de Mariana? Bon, d'abord la séquence c'est un peu plus difficile de comprendre, je pense, sans connaître le contexte du film. Donc tout le film c'est l'histoire de cette metteuse en scène qui veut mettre en scène pour un spectacle public. Il veut subvertir un moment de reconstitution militaire en montrant un massacre et pas un épisode patriotique. Et cet spectacle, pour avoir une certaine distinction, je l'ai tourné comme live television, comme télévision en direct avec des caméras de télévision. Le reste du film est en 16 mm. Donc c'est ce spectacle dans le centre du film. Et après, elle découvre que cette scandale qu'elle a voulu pour créer une prise de conscience dans le spectateur, au contraire, ne donne pas ça. Ici, c'est deux directions contradictoires. D'un coup, je crois dans le fait que un artiste, un réalisateur, dans ce cas, peut, c'est pas une obligation, mais c'est important, je crois, aller contre les mythes nationaux ou les consensus nationaux et être critique sur la politique. C'est pour ça que je dis tout le temps, quand les gens disent mais tu es un sale juif qui j'ai fait ça, moi je ne suis pas juif. Et j'ai dit tout le temps, et je fais le blague tout le temps avec Nadav Lapid, je dis Nadav, tu dois venir en Roumanie faire tes films sur la Palestine, sur le génocide d'Israël contre les Palestiniens de Gaza. Personne ne va avoir aucun problème. Et moi, si je vais en Israël, je fais des films sur la Shoah, personne n'a aucun problème aussi. Mais je pense que pour moi, comme pour lui, pour pas faire une comparaison seulement comme ça, c'est important d'affronter les choses toxiques dans les idéologies de la communauté où on vit, où on appartient, moi complète, peut-être. Bon, donc c'est ça la première chose. Donc, et ici, c'est une croyance à ça. Donc c'est quelque chose que je crois. Autrement, je ne faisais pas. Mais je crois d'une façon lucide. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui a l'impression que ça peut changer les choses comme ça. Et tout le temps, en effet, c'est une question que je reçois soit sérieusement, soit bien sûr avec un sous-entendu ironique. Bon, est-ce qu'il y a moins de racisme en Roumanie après que tu as fait Aferim? Bon, bien sûr, un film ne peut pas changer les choses comme ça, peuvent être partie d'un mouvement de changement au maximum. Et après, je me souviens, et j'ai parlé ça, que ce film aussi, c'est venu quand j'étais invité exactement comme ici dans une discussion sur le rôle de l'art politique,
qu'est-ce que peut être plus ennuyeux que ça? Mais en effet, c'était pas seulement ennuyeux, c'est inutile, mais j'étais étonné que les gens qui faisaient, il y avait des gens qui écrivaient des poésies féministes, des poésies politiques, ils faisaient du théâtre politique. Une amie de moi qui j'admire beaucoup, en effet, j'ai collaboré, apparaît un peu dans le film près de notre personnage, c'est Gianina Cărbunariu, une metteuse en scène du théâtre et dramaturge très, très politique. Et Uppercase Print, que j'ai fait avec elle, c'est son pièce documentaire politique que j'ai repris pour faire un film. Bon, donc je suis lié à ça, mais je ne peux pas avoir cet optimisme que j'ai trouvé manquant de lucidité. Peut-être c'est bien parce que si tu as cette perspective, que ça te pousse beaucoup en face. Ça te peut donner l'énergie de dire voilà, ce que je fais c'est très important, je vais changer la société avec ma peinture ou avec mon pièce de théâtre que 50 gens le voient, ou un film, je ne sais pas sur quoi, on va changer tout, etc. etc. Moi, je ne crois pas ça du tout. Et après, j'ai pensé, parce que aussi je reçois cette question beaucoup, est-ce que l'art peut changer, est-ce que tes films peuvent changer? Et je me suis décidé de dire et de penser que je ne veux pas que les films changent rien, parce que j'ai l'impression que tous les autres films veulent changer les gens. Non, les films publicitaires veulent te faire acheter, les films d'Hollywood d'acheter le billet, le popcorn et acheter pour le follow-up, le sequel. Après, les films porno de te faire bander, ou je ne sais pas, les clips musicaux pour écouter la musique de je ne sais pas qui. Donc, tous les films veulent te changer ton comportement. Les films politiques pour te convaincre de certains politiques. Les films électoraux pour voter pour quelqu'un. Donc, je me suis dit, je veux mes films qui ne changent rien. Mais au contraire, faire que les gens ne veulent changer 1 heure ou 2 heures, mais regarder le film et penser peut-être un peu. Et après, bon, s'ils changent ou pas, c'est leur truc, mais pas la désir de moi avec le film. Merci. Merci à vous. Allô ? Ici s'arrête cette masterclass. Je vous précise que donc on organise une signature du livre à la sortie de cette masterclass dans le hall. Un immense merci encore à Vivien, à Jeanne, à Daria, à Romain, à Camille et à Jean-Baptiste d'avoir travaillé pendant plusieurs mois à mes côtés pour absorber, digérer et recracher une œuvre dense. Et je m'excuse pour ça. C'est pas ma faute. Vous avez été vraiment précieux et d'une intelligence rare. Donc merci beaucoup à vous et merci beaucoup à Radu Jodé merci beaucoup. Merci. Accueilli ça.